Je vous rappelle le plan du cours. On a commencé par parler de ce qu'étaient les entrepreneurs, de ce qu'était un entrepreneur par rapport à ce qu'il n'était pas. Et donc ce qu'est un entrepreneur, quelqu'un qui est animé par deux besoins, le besoin de contrôler sa destinée et le besoin de réaliser des choses, qui le distingue de l'indépendant qui a juste besoin de contrôler sa destinée et du manager qui a surtout besoin de réaliser des choses. Et lui, il est en haut des deux axes. Donc c'est la catégorie des gens qui sont en haut à droite et qui représentent probablement 2-3% de la population, et c'est déjà beaucoup. D'accord ? On a parlé après de ce qui était spécifique à l'entrepreneur dans sa façon de travailler, c'est-à-dire l'effectuation. Donc, qui me rappelle les 5 règles de l'effectuation? La première règle. Ouais. On fait avec ce qu'on a. Donc, c'est la. C'est une règle qui est surnommée la règle du frigidaire. On ouvre son frigo et on regarde pour pouvoir faire le repas ce soir. Pour le repas qu'on a envie d'organiser dès ce soir. Ok? Deuxième règle, quelqu'un d'autre? La co-organisation. Ouais. Donc ça, c'est le patchwork. C'est on fait une soirée, on demande à tout le monde d'apporter quelque chose. Et avec ça, on réussit à faire une super couverture. Ok. La troisième règle. Allez. Ah, pas les mêmes. Alors quand on reçoit quand la vie nous envoie des citrons, ouais, c'est là. Quand la vie envoie des limes, donc des citrons verts, on fait de la limonade. Donc l'entrepreneur, il est souvent face à des choses adverses et il prend un soin à essayer de les transformer à son avantage le plus souvent possible. Oui. Ok. Quatrième. Oui. Parce qu'on est prêt à gagner, mais ce qu'on est prêt à faire plutôt. Oui. Alors ça, c'est un point super important qu'on n'avait pas vu lors du premier cours. Ça, c'est un point qui dit tout le monde pense que l'entrepreneur, il regarde qu'est-ce que ça peut lui faire gagner. Et la plupart des boîtes, quand elles font leur investissement, elles essaient d'imaginer ce que ça peut leur faire gagner. Donc elles travaillent sur un retour sur investissement, un ROI. En fait, non. L'entrepreneur, lui, il se dit qu'est-ce qu'il est prêt à perdre pour faire cette chose-là. Donc par exemple, se dire tiens, je vais passer 1 an sur ce projet. C'est 1 an où je ne ferai pas autre chose, c'est 1 an où je perdrai de l'argent par rapport à aller gagner chez quelqu'un, mais j'ai besoin, j'ai envie, je veux savoir ce que ça donne. D'accord ? C'est une autre façon de voir par rapport à tiens, je peux gagner vachement d'argent avec ce truc-là, j'y vais. D'accord ? Et ça fait une grosse différence fondamentale entre la façon de réfléchir qu'a un entrepreneur et celle qu'a un investisseur, par exemple. Ça crée des tensions, des contradictions, des oppositions. Ok ? Le dernière règle. Bah alors ? Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le moment où on réalise que l'entrepreneur, il comprend qu'il ne peut pas prévoir le futur et il préfère essayer de le construire. D'accord ? Il ne va pas essayer de deviner où un avion va atterrir, il va essayer d'être plutôt le pilote de cet avion. D'accord ? Donc tout ça est cohérent avec ce qu'on a vu dans le deuxième cours. C'était dans le deuxième cours, oui. Non, c'est au troisième cours qu'on a parlé de tout ce qui était le Black Swan, Nassim Taleb, etc. D'accord ? Donc Nassim Taleb qui dit que
le monde est rempli par des signes noirs, c'est-à-dire des événements qui apparaissent très rarement, qui sont donc imprévisibles, qui vont avoir une influence, changer complètement la donne pour beaucoup de gens, et qui vont après ça être très facilement rationalisables. Ah bah ouais, mais ça on devait s'y attendre. La crise, bah ouais, c'était évident. L'élection de Macron, mais bien sûr, c'était prévu. L'élection d'Obama, mais évidemment. Celle de Hollande, mais tout le monde savait que ce DSK, et un jour ou l'autre, ça allait tomber dessus. Bah non. On ne sait pas avant. Si on savait avant, on ne les suivrait pas, on n'investirait pas sur ces gens-là et on n'investirait pas sur ces actions-là ou ces valeurs-là. D'accord ? Oui. Justement, il y a beaucoup de critiques de livres détaillés qui disent qu'en fait, c'est plus des réflexions philosophiques qu'autre chose. La preuve, c'est que son exemple introductif, qui est la crise des subprimes, il y avait des gens qui l'avaient prévu en effet, et qui avaient parié contre la chute des CDS. Alors, il y a toujours des gens qui parient. Il y a toujours des gens qui font un pari contre tout le monde. Mais pour autant, c'est pas toujours les mêmes. Oui, bien entendu, parce que chaque. Donc, du coup, c'était pas prévisible. Si, il l'avait prévu. Non, mais il y a toujours après coup quelqu'un qui dit je l'avais prévu et qui l'a écrit. Et c'est vrai, il l'avait prévu. Mais c'est sur la masse. Mais cette même personne, elle ne va pas réussir à prédire tous les autres Black Swan. Donc ce que dit Nassim Taleb, c'est que systématiquement, on trouve des gens qui ont eu raison et qui ont gagné. Ça ne veut pas dire qu'il y a une recette qui permet de gagner, ça veut dire que statistiquement, il faut qu'il y en ait qui gagnent. C'est normal. Quand les marchés battent 55% des investisseurs chaque année, année après année, il y a de moins en moins d'investisseurs qui peuvent dire j'ai gagné 1 an, 2 ans, 3 ans de suite, 4 ans, 10 ans, 20 ans de suite. Mais faites la probabilité. Combien de personnes restent au bout de 20 ans? Quelle probabilité il y a d'avoir quelqu'un qui gagne 20 ans de suite si le marché bat 55% des gérants? Vous savez faire des probas? Quelqu'un a un chiffre? Heureusement qu'on est dans une école d'ingénieur. Prenez votre calculatrice. Bon, c'est un calcul simple, non? Mais si. La théorie des Black Swan, Ouais. ça veut dire que la même personne ne peut pas prévoir Ouais. les Black Swan. Mais ça c'est une évidence. Bah oui, mais quel intérêt de dire que quelqu'un avait prévu ça si à l'époque sa prévision paraissait aussi farfelue que de prévoir que, je sais pas, moi, le PSG va gagner une Coupe d'Europe. Le jour où ils auront gagné, je pourrais dire, ouais, je l'ai prévu. Mais toutes les fois où j'ai eu tort. Encore une fois, là n'est pas la question. La question, c'est si quelqu'un a su prévoir un Black Swan, c'est que la théorie du Black Swan n'existe pas. Parce que Non. le Black Swan, par essence, c'est imprévisible. Non. Non. Le Black Swan, quand on dit qu'il est imprévisible, on dit qu'il est peu probable. Et que dans l'esprit des gens, c'est un truc qui arrive une fois tous les 2 millions d'années. La veille de 2008, c'est-à-dire en 2007, il y a eu un premier crack qui était un crack obligataire, qui est en fait celui qui a déclenché tout. Et le patron de Goldman Sachs, un des patrons de Goldman Sachs, a expliqué à cette époque-là que c'était un crack tellement improbable que c'était le genre de crack qui arrive une fois tous les 2 millions d'années. Comment est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Sur quoi il se basait pour mettre ce chiffre de 2 millions d'années? Sur le nombre d'écarts à la moyenne que se représentait ce crack. Donc il appliquait un modèle qui est un modèle d'une loi normale à une activité qui n'est pas une activité de la loi normale. D'accord? Donc une fois, 2 fois la déviation standard deviation, l'écart type à la moyenne, ça représente à peu près un peu moins de 95% des cas. 3 fois, on doit être dans 97-98% des cas.
là il était à 5 écarts types de la moyenne ou quelque chose comme ça. Donc il en déduisait que pour revoir un événement comme ça, il faudrait attendre 2 milliards d'années, ou 2 millions d'années, ou un truc comme ça. Enfin, c'est cet ordre d'idée-là. Et quand quelqu'un dit ça, il y a une question qui est comment il sait que ça va prendre 2 millions d'années? Il a fait des stats sur 2 millions d'années et il a dit qu'on n'avait qu'un événement sur 2 millions? Non. Il a juste pris une idée que c'est un truc tellement énorme par rapport à la moyenne et tellement, donc du coup, tellement loin de la moyenne que ça représente voilà, un écart type. Il a utilisé des descriptions de données qui sont de l'ordre de la loi normale. Et encore une fois, la loi normale ne peut être appliquée que si deux conditions sont réunies. Les événements sont indépendants les uns des autres. Je jette mon dé, le prochain dé, il aura une valeur qui sera complètement indépendante du premier. La bourse, j'ai eu une première journée qui était bonne, ça va avoir une influence sur la deuxième, dans un sens ou dans l'autre. Le deuxième, c'est identiquement distribué. Quand vous lancez votre dé, vous savez que vous allez avoir exactement le même nombre de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. La bourse, vous allez avoir beaucoup plus de journées qui vont être autour de 0 plus 1%. C'est à peu près vers là que se situe la moyenne. Et puis, beaucoup de journées qui vont être en moins, beaucoup de journées qui vont être en plus, et puis pas grand-chose entre les deux. Donc on est dans une répartition qui n'est pas une répartition qui permet d'utiliser la loi normale. Bon, je vous avais expliqué que c'était Markowitz qui avait décidé qui avait écrit une théorie là-dessus en disant plaçons-nous dans un monde idéal où les journées de bourse se répartiraient selon une loi normale. On est bien d'accord qu'on n'est pas dans ce monde-là. Mais en revanche, la plupart des opérateurs de bourse, aujourd'hui, font comme si. Ils vont utiliser des outils d'ingénierie financière qui sont directement des dérivés de la théorie de Markowitz, la théorie de portefeuille. Directement. Et Nassim Taleb arrive là-dedans. Lui, il a un doctorat en maths, il trouve qu'il y a un truc un peu bizarre dans leur façon de voir le monde. Il dit, vous êtes en train de regarder le monde comme si ça ressemblait au Sahara alors qu'on est au-dessus de l'Himalaya. Je vous rappelle son histoire, vous êtes dans un avion, l'avion vient de décoller, vous passez par-dessus l'Himalaya. Et puis vous trouvez que ça bouge un peu beaucoup, vous regardez par le hublot, vous voyez qu'à 2-3 reprises, on est à ça d'éviter une montagne, personne ne bouge, là il faut quand même que quelqu'un fasse quelque chose. Vous allez dans le poste de pilotage, mais qu'est-ce qui se passe? Et le pilote, il est en train de se battre avec sa carte. On dit, bon, ça, il a compris qu'il y avait un problème, il regarde sa carte. Et puis on regarde la carte, et puis on fait, non, mais il n'a rien compris, il est en train de regarder une carte du Sahara. On dit au pilote, mais c'est une carte du Sahara. Et le pilote, il dit, attends, j'ai un bac plus 5, je sais lire. Non, mais on est au-dessus de l'Himalaya. Encore, je suis un bac plus 5, je sais que si je viens de la Chine et que je vais au-dessus que je vais en Europe, c'est plutôt l'Himalaya que je vais survoler. Oui, il n'y a pas de problème, je sais. Et pourquoi tu prends une carte du Sahara? Parce que c'est la seule que j'ai. Pourquoi est-ce que tu utilises des outils de mathématiques qui ne prennent pas en compte la réelle volatilité des marchés? Parce que j'en ai pas. Alors vous allez me dire c'est idiot. Je vais vous dire qu'il y a l'armée israélienne qui a fait des tests dans lesquels ils mettaient des soldats perdus un peu n'importe où, et dans un cas ils avaient une carte qui n'était pas la bonne et dans l'autre carte ils n'avaient pas de cas. C'est le cas où ils avaient une carte qui était mauvaise où ils arrivaient plus facilement à destination. C'est idiot, mais manifestement c'est important d'avoir sa carte. D'accord? Donc en la matière, ces histoires de Black Swan sont très importantes parce qu'ils nous parlent de ces événements qui ont certainement été vus par un homme ou un autre, par des dizaines d'hommes. Il y a certainement des gens qui ont pensé qu'à un moment ou à un autre, 2008, ça allait arriver. Maintenant, ils n'étaient pas capables de savoir quand. Ils étaient juste capables de comprendre que là, il y a un truc pas normal. Seulement, cette tension sur les subprimes, je vous rappelle que cette histoire de subprime, ça touche encore directement, vous allez voir que ça touche encore directement la théorie de portefeuille. L'histoire est la suivante.
En 2001, il y a un crack sur tout ce qui est les actions du Nasdaq, les actions techno. D'accord ? C'est la fin de la bulle des dot-com. Mais en fait, ce n'est pas les dot-com qui s'écroulent, c'est les sociétés de technologie, notamment les grosses sociétés de télécom. D'accord ? La capitalisation de quelque chose comme Alcatel, qui était une star du CAC 40, va diviser par 10 en quelques semaines. D'accord ? Donc ça, c'est pas les quelques startups Internet qui ont perdu quelques millions ou quelques centaines de millions. C'est des grosses sociétés bien établies qui font des télécoms, qui en vendent à l'appel et qui vont avoir leur capitalisation qui va se diviser par 10, c'est-à-dire qu'ils vont passer de plusieurs centaines de milliards à plusieurs dizaines de milliards. C'est beaucoup d'argent qui est perdu à ce moment-là. Et Bill Clinton va faire une deuxième grosse erreur économique. La première avait été quelques années plus tôt de supprimer le Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act, c'est une loi qui datait de 1929, enfin des suites de la crise de 29, et qui séparait les activités bancaires entre je prends l'argent des particuliers, je le conserve, et je vais sur les marchés pour faire des opérations. Et on leur a permis de se réunir. Ce n'était pas le cas aux États-Unis jusqu'à 1998, et ça l'est devenu. Et 10 ans après, il y a 2008. Ce n'est pas complètement neutre. Et l'autre erreur de Clinton, ça a été de chercher à compenser cette crise qui va arriver en ouvrant le robinet du crédit dans l'immobilier. Comment est-ce qu'il fait ça ? Eh bien, il va permettre à tout le monde d'accéder à l'immobilier en boostant les deux institutions qu'on surnommait Fannie Mae et Freddie Mac, ou l'inverse. Fannie Mae et Freddie Mac, c'était deux institutions qui dépendaient de l'État fédéral et qui garantissaient les emprunts immobiliers des plus démunis. Sauf que jusqu'au moment où ils n'ont plus assez d'argent pour garantir. Donc en fait, c'est un échange d'une garantie d'une personne physique contre une garantie d'une institution qui dépend d'un État, donc qui peut tomber en faillite. Et le marché américain des prêts immobiliers est ainsi fait que vous avez de la titrisation. La titrisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes une banque, vous allez prêter à 1 millier de clients pour leur prêt immobilier, et après, vous allez prendre ce portefeuille de prêts et vous allez le revendre à un institutionnel qui lui a envie d'avoir justement un portefeuille qui lui envoie un rendement par rapport à son placement. D'accord ? Et le portefeuille, quelque part, il a un rendement moyen, c'est les taux d'intérêt de tous les gens qui sont dedans. Et puis, après, il a des risques, notamment un risque sur la durée du portefeuille, puisqu'il y a des Américains qui changent souvent de maison et des Américains qui ne changent pas de maison. Donc, quand on change de maison, on rembourse son prêt. Donc, tout d'un coup, le portefeuille, l'argent revient, il n'est plus placé. Donc, il y a une question de maturité, de duration, etc. Enfin, chacun de ces portefeuilles a ses caractéristiques. Et pour faire face à ce surcroît de prêts à l'immobilier qui ont été faits durant ces années-là, et quand je vous dis un surcroît, moi j'ai des amis qui étaient à San Francisco à ce moment-là, ça leur est arrivé dans la même année de changer 3 ou 4 fois de prêt immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient quelqu'un qui venait les voir en disant « Écoute, tu payes $4,000 par mois de loyer sur ton prêt là. Moi, j'ai moyen de te faire un prêt qui te permet de payer seulement $3,500. Voire, pour $4,000 par mois, sache que tu peux avoir $200,000 de plus dans ta poche. » D'accord ? Ça c'était à cette époque-là, juste avant le 2007, c'était constant et partout. Et ça a mis beaucoup d'argent dans l'économie, puisque tous ces gens-là, ils allaient mettre l'argent en bourse, ils allaient mettre l'argent dans de la dépense.
Et donc pendant 3-4 ans, il y a une économie qui a vécu à crédit comme ça. Et ce qui est venu accentuer ça, c'est que les banquiers américains ont commencé à découper leur portefeuille en tranches. C'est-à-dire qu'en étudiant leur portefeuille, ils se sont dit, bah tiens, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie du portefeuille qui est une partie AAA, c'est-à-dire des gens qui vont rester là toute leur vie, ils ne vont pas déménager, et qui vont tous payer leur emprunt, il y a zéro problème avec eux. Puis après, ils découpent en 2A, 1A, 2B, 1B, etc. Et puis les dernières tranches sont ce qu'on appelle les subprimes, c'est-à-dire celles qui sont en dessous en termes de notation. C'est les plus risqués. Mais il y a des gens qui sont prêts à les prendre, c'est juste qu'ils vont les payer beaucoup moins cher. D'accord ? Comprenez la notion, quand vous prenez si vous avez un portefeuille de 1 million d'euros de prêt, mettez quelques zéros de plus et vous avez la réalité. Vous dites, tiens, en fait, il y a au moins, je sais pas moi, 30% de ce portefeuille qui est de très bonne qualité, c'est du AAA. Est-ce que vous avez des questions à poser ou est-ce que c'est juste que vous n'êtes pas encore bien dans le cours ? Ok. Donc vous prenez un banquier qui aurait un portefeuille de, mettons, 10 millions même 10 millions, de plusieurs centaines de millions de dollars. Et sur ce portefeuille, il va dire, quand j'étudie mes clients, là, il y en a un certain nombre, mettons 30%, c'est des gens, c'est sûr. C'est des gens vachement sûrs. C'est-à-dire que c'est des gens, globalement, on peut leur mettre le même taux d'intérêt on peut en attendre le même taux d'intérêt qu'un État. C'est même presque plus sûr qu'un État parce qu'eux, ils vont toujours devoir payer leur maison alors que l'État, il peut toujours à un moment dire j'arrête de payer. Ça veut dire que là où on prête un État à 1 ou 2%, eh ben, ces gens-là qui, eux, ont emprunté à, je sais pas, 5, 6, 7%, les 30% du portefeuille, ils valent 7 fois ça. D'accord ? Ce n'est pas les maths exactes, mais pour vous dire, globalement, vous avez 30% de votre portefeuille que vous revendez à des institutionnels qui veulent du AAA, et vous le revendez à, je sais pas, 3 fois 7, 21, 2 fois et demi le total du portefeuille. C'est intéressant. Alors bien sûr, quand vous allez devoir vendre la partie subprime, qui fait peut-être 10% du portefeuille, donc mettons elle vaille 50 millions d'euros, il y a 50 millions d'euros de prêt dedans, peut-être qu'elle est tellement risquée qu'il va falloir la donner, en attendre seulement 5 millions. Et il y a quelqu'un qui va en mettre 5 millions en disant il y a tellement de risques que ce ne soit pas remboursé, mais si jamais j'en ai 1 million par an, vu les risques, ça vaut le coup. Vous comprenez la mécanique ? Bon, ce qui s'est passé, c'est juste que cette espèce de découpage vachement clair entre ça, c'est des gens très sûrs, c'est des gens moins sûrs, et puis ça, c'est les subprimes, bah, ça a glissé vers les subprimes. Pas de grand-chose, hein. Il y a peut-être eu 10% de plus de gens qui ne pouvaient pas payer leur maison, mais qui vont manger sur le côté tranche triple B, et puis sur la tranche triple B, ça a mangé sur la tranche B, et puis etc. Et donc du coup, il y a des gens qui avaient un portefeuille triple A, et qui d'ailleurs avaient des règles très claires de ne pouvoir investir que dans du triple A, qui subitement disaient « Oh, moi je ne peux plus les garder là, moi il faut que je vende ça ». D'accord ? Bon, mais c'est un des exemples de l'application de théorie de portefeuille dans la finance moderne et qui a mené à un crack qui a duré 3-4 ans quand même, quoi. Ça a été un sujet pour beaucoup de gens pendant au moins 3-4 ans. D'accord ? Et donc tout ça est bâti autour d'une compréhension qui est que la loi normale est un outil qu'on peut utiliser dans ce cadre-là. Et tout ça méconnaît le fait que les black swans arrivent très souvent.
C'était une petite digression, mais c'est une question intéressante. Le sujet de Nassim Taleb, hein, c'est pas de dire que les gens prévoient pas et qu'il faut être plus malin, c'est de dire c'est imprévisible au sens où on ne sait pas lequel des paris que tout le monde est en train de faire va être le bon pari. Aujourd'hui, vous avez des gens qui prédisent que l'immobilier parisien va s'écrouler. Ils ont peut-être raison. Moi, j'en sais rien. Moi, je le pense depuis 2002, donc j'aurai raison un jour. Peut-être. D'accord ? Les gens qui ont rencontré Macron il y a 15 ans, 15 ans ça, ils l'ont rencontré et ils se sont dit ce gars-là, un jour il sera président. J'en connais 2 ou 3 comme ça qui l'ont rencontré à cette époque-là et ils disaient ah non, mais pour nous ça a toujours été une évidence. Bon, 1 an avant l'élection, il le supportait pas dans l'idée qu'il allait être président. Il le supportait dans l'idée qu'il allait bien se placer et que dans la campagne présidentielle suivante, il serait le recours naturel. Rien de prévisible. Ok. Maintenant, on va revenir directement sur le cours d'aujourd'hui par ce biais. Dans la stratégie, il y a une question qui est comment est-ce qu'on bâtit un modèle qui soit antifragile ? Donc antifragile, je vous rappelle, l'inverse de fragile, l'opposé de fragile. Donc en mathématiques, quand c'est anti, c'est-à-dire que c'est exactement les effets opposés. On tape sur quelque chose, ça se casse, c'est fragile. Antifragile, c'est on tape sur quelque chose, ça se renforce. D'accord ? Ça n'existe pas dans le vocabulaire. Donc il a créé un mot qui s'appelle antifragile. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est un business antifragile par rapport à un business fragile ? Des idées ? Qu'est-ce qu'un business fragile ? Quelles sont les sociétés qui ont le plus souffert quand la dernière crise est arrivée ? Ou qui vont le plus souffrir à la prochaine crise ? Les banques, ouais. Quelle est la caractéristique d'une banque ? Qu'est-ce qu'elle fait une banque au quotidien ? Elle n'a pas beaucoup de fonds propres et du coup elle a beaucoup de quoi ? Elle a beaucoup de dettes. Ouais. Elle a beaucoup de dettes. Donc une banque, elle a une activité qui est assez simple. C'est, je vais voir des clients, je leur propose de leur prêter de l'argent. Donc vous vous dites, une banque qui prête à 5%, facile pour elle. Sauf que cet argent, elle le doit à quelqu'un d'autre. Elle va l'emprunter sur les marchés. Ok ? Donc quand elle va l'emprunter sur les marchés, si jamais quelqu'un ne rembourse pas son prêt, la banque, elle doit toujours l'argent. Donc les 2-3% de marge brute qu'elle a sur chaque prêt, c'est-à-dire je vous prête à 5 et je vais emprunter à 3, ça me fait gagner 2 par mois sur l'argent que je vous ai prêté. Si jamais il y a un prêt qui s'écroule, il en faut 50 autres pour se remettre à zéro. D'accord ? Et avec ça, il faut continuer à payer les agences, les gens qui travaillent dedans, les gens qui font le contrôle de ça, l'informatique, etc. D'accord ? Ça s'appelle des frais fixes, on a vu ça la dernière fois. Donc plus vous avez des frais fixes élevés, des marges faibles, plus le moindre hoquet risque de vous mettre par terre. D'autres idées de sociétés qui sont dans ce genre ?
Alors l'assurance, est-ce que c'est là-dedans? Quel est le métier de l'assurance d'après vous? Alors donc on va couvrir un risque. Par exemple, le risque que vous ayez un accident de voiture. On va mettre dedans des tas de clauses qui excluent le risque. C'est-à-dire que si vous avez un accident de voiture en étant bourré, l'assurance ne voudra pas vous rembourser. D'accord ? Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est assureur? On a pris un engagement contractuel avec vous. Qu'est-ce que font les assurances derrière? Pardon? Elles investissent avec l'argent. Pas complètement, non. Enfin, en partie, mais ce qu'elles vont faire en général, c'est qu'elles vont aller voir un autre assureur qui est en fait un assureur d'assureurs. Ça s'appelle les réassureurs. Quand le plus connu d'entre eux étant les Lloyds. Vous voyez ce que sont les Lloyds à Londres? C'est des gens qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir aller tous les matins jouer au casino. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils disent tiens, je vais acheter ce contrat et si jamais on me demande de payer parce que le contrat s'avère être un mauvais pari, je suis responsable sur mes biens propres. Ouais. Les Lloyds, ils sont en responsabilité personnelle, les membres du Lloyd. Alors c'est le plus gros assureur de bateaux. C'est un petit aparté, si vous voulez rire, vous allez regarder les comptes rendus d'accidents de bateaux. Et en général, on voit le parcours des bateaux avant une collision. Et il y a des moments où on se demande s'ils ont fait exprès, quoi. Ça fait des vrais dessins, quoi. C'est comme ça, tac, et tout. Pourquoi ils ne sont pas allés tout droit? Parce qu'ils ont cru chacun que tu tournes, non mais je tourne, mais non mais je croyais que c'était toi qui tournais. Ça vous arrive dans la rue de temps en temps d'avoir quelqu'un en face de vous et de ne pas savoir comment passer. La différence c'est que vous pouvez vous arrêter. Un bateau avant qu'il s'arrête. Voilà, bref. Détail. Maintenant, donc la compagnie d'assurance, elle a une différence par rapport à la banque, c'est qu'elle va avoir en général des marges assez conséquentes. Parce qu'elle a face à elle des gens qui ne comprennent pas très bien les chiffres. Par exemple, est-ce que vous avez tous une idée du nombre de fois que vous êtes assuré pour un rapatriement sanitaire? Vous avez une carte bleue? Ouais. Celle de l'habitation, ouais. Celle de la voiture? Ouais. Vous allez en utiliser combien? Une à la fois? Jamais 4 ou 5. Alors, ce qui est bien d'avoir 4 ou 5, c'est que vous savez dans quel cas lui marche peu que lui, mais en gros, il y a une forme de surassurance. De la même façon, une assurance incendie, la probabilité que ça vous arrive, ça c'est limité. Bon, mais donc je suis pas super certain que ça rentre dans cette catégorie de grande fragilité les assureurs, mais il faudrait regarder le truc plus en détail. D'une manière générale, toutes les sociétés qui sont surendettées sont en grand danger. Elles sont en grand danger, mais elles ont un grand intérêt, c'est qu'elles ont une très forte rentabilité. D'accord ? Vous achetez une société avec de la dette, vous avez mis pas beaucoup d'argent sur la table. On verra ça un peu plus tard dans la deuxième partie du cours. Vous mettez un petit peu d'argent sur la table, la société va rembourser ses dettes au fur et à mesure, et à la fin, vous êtes propriétaire de tout avec plus de dettes puisque les dettes ont été remboursées. De la même façon, quand vous achetez une maison. Vous achetez une maison, avec le fruit de votre travail, vous allez tous les jours... mettons que vous achetez une maison pour la louer. Vous achetez la maison, vous la louez.
la location paye les emprunts au fur et à mesure des années, à la fin, vous êtes propriétaire de la maison. L'investissement initial, c'était la fraction que vous avez mis sur la table. Le résultat, c'est le x3, x4, x5, selon le taux d'endettement que vous avez fait. D'accord ? Maintenant, la fragilité là-dedans, c'est que s'il y a une crise et que vous vous retrouvez avec 0 locataire dans votre maison pendant 1 an, 2 ans, il va falloir que vous trouviez un moyen de payer de payer le service de votre dette. D'accord ? Ce que ça veut dire, c'est que la dette, elle ne s'arrête pas. Alors que l'économie, parfois, peut vous imposer de vous arrêter. Alors, je vais donner un exemple en fait d'un business qui peut passer par décision stratégique du business antifragile au business. En fait, c'est ce que Nassim Taleb appelle le médiocristan ou l'extrémistan. D'accord ? Nassim Taleb dit voilà, si vous entrez dans un restaurant où il y a un millier de clients. Le médiocristan, c'est par exemple si vous posez la question de quelle est la masse de tous les gens qui sont dans ce restaurant. Avec combien ? 1 millier de personnes. Ouais, 70 kilos. Donc ça fait 70 tonnes. D'accord ? Bon. Si vous enlevez le moins lourd de ces gens et vous y faites entrer l'homme le plus lourd de la planète, vous allez enlever une personne qui fait 50 kilos et vous allez y mettre une qui met 250 ou 350 kilos. Donc on va arriver à 70 tonnes, 3. La moyenne reste toujours à peu près aux alentours de 70 kg. Donc on est dans un monde qui peut être considéré comme géré par la moyenne. Ce que Nassim Taleb appelle le médiocristan. Qu'est-ce qui se passe si au lieu de calculer le poids, je calcule la fortune moyenne des gens qui sont dans cet établissement ? Ça fait quoi ? Donc on a 1000 personnes encore. La fortune moyenne en France, il me semble que c'est aux alentours de 250 000 euros, quelque chose comme ça. Donc ça ferait quoi ça ferait 250 millions. Ça ? Millions, milliards ? Hein ? 250 millions ? D'accord. Good. Si maintenant j'enlève le plus pauvre, donc il y a peut-être une fortune négative, mais prends pas au-delà de 50 000 euros ou 100 000 euros, et que je fais rentrer l'homme le plus riche du monde, c'est combien l'homme le plus riche du monde ? 70 milliards, 80 milliards. Donc le nouvel ensemble devient 80 milliards, 250. La nouvelle moyenne est passée de 250 000 à 80 millions. La moyenne n'a plus aucun sens. C'est ce que Nassim Taleb appelle l'extrémistan. D'accord ? Donc, le médiocristan, imaginez que vous montiez un restaurant. Un restaurant, savoir ce qu'il va gagner, savoir ce qu'il risque de perdre, c'est assez simple. Vous allez regarder la compétition qu'il y a autour, le nombre de bureaux qu'il y a, le nombre de logements qu'il y a, le nombre de couverts que vous pouvez recevoir en une fois, les coûts moyens. Globalement, vous allez tomber quelque part autour de la moyenne. Quelque part, la courbe de Gauss va être tout à fait convenable pour évaluer où est-ce que vous vous trouvez. D'accord ?
si jamais au lieu de faire un restaurant, vous faites une chaîne de restaurants, qu'est-ce que ça donne? Il y a quand même un gros décalage entre ce que gagne la plus grosse des chaînes de restaurants, McDonald's par exemple, et l'argent que perd une petite chaîne de franchise de 4 ou 5 restaurants où le patron est obligé de tout faire et d'essayer de survivre. Donc vous voyez, on est subitement passé d'un endroit où globalement tous les restaurants du même genre gagnent à peu près la même chose à une chaîne de restaurants qui se répartit sur une exponentielle. Et quand on se répartit sur une exponentielle, on retrouve des lois de Pareto, on retrouve 80% des profits des restaurants qui sont faits par 20% des chaînes, et puis éventuellement il y a un Pareto dans le Pareto, donc 20% des 20% produisent 80% des 80%, et quand vous faites ça deux fois, ça va faire 3 fois, ça va faire moins de 1% des gens qui gagnent plus de 50%, ou moins, un peu moins de 50% des profits. Et on dit, ça c'est l'inégalité, c'est horrible. Ok? Donc vous comprenez que c'est votre choix stratégique de décider de rester sur je fais une boutique, je fais un business qui va tourner quoi qu'il arrive, je me mets dans une situation où j'achète une dizaine de restos en mettant plein de dettes dedans, et puis comme ça, ça va aller plus vite. Oui, mais avec des volatilités bien supérieures et certaines vous amenant à la mort. La mort de l'entreprise. Hein. Ok. Alors c'est quoi la stratégie ? Vous n'avez pas d'idée ? Vous pouvez me donner des noms de stratèges ? De grands stratèges ? Des gens qui sont nommés, enfin qui sont reconnus comme étant des grands stratèges dans l'histoire, des gens qui... Napoléon, hein, ça vient tout de suite en tête. Hannibal, ok. Alexandre. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Pourquoi est-ce qu'on dit d'eux qu'ils sont des stratèges ? Oui, mais qu'est-ce que leurs faits d'armes ont de particulier ? Parce qu'il y a bien d'autres généraux, il y a bien d'autres chefs de guerre. Pourquoi est-ce que... Je pense que le point important, c'est les ressources limitées. C'est la réussite avec les ressources limitées. Je suis d'accord avec ça. Peut-être aussi le ratio de défaite victoire. Non, il y a plein de gens qui ont eu tout le temps des victoires. Non, c'est vraiment le point clé, c'est quand Napoléon arrive à Austerlitz, il a 3 fois plus de monde en face de lui. Quand Napoléon gagne à Fontainebleau, il a 3 fois plus de monde en face de lui. Et à chaque fois, il va réussir à mettre en place une stratégie pour se battre avec chaque groupe les uns avant les autres. C'est-à-dire qu'à Austerlitz, par exemple, il s'est arrangé pour battre les Russes avant de pouvoir se retourner face aux Autrichiens. Et il fait ça en évitant que les blocs puissent se souder et se parler entre eux. Donc il va, dès le départ, scinder les troupes adverses. Dans le cas d'Austerlitz, ce qui est marrant, ce qui montre à quel point ça joue pas à grand-chose, il avait rencontré le jeune tsar qui commandait les troupes russes, le fils du tsar en fait. Il l'avait rencontré quelques semaines avant, ou quelques mois avant,
et il avait compris que c'était un jeune fou furieux. Donc il est arrivé sur le champ de bataille avec ses troupes et il s'est positionné au meilleur endroit. Et puis, il s'est retiré de ce plateau et en faisant tout pour que le tsar pense qu'il fuyait. Et donc, contrairement à l'avis de ses généraux, le tsar va décider de le poursuivre. Et là, il va tomber sur une embuscade au niveau divisionnaire. En bas du plateau, il y a un village qui a été transformé en zone de barrage et ils vont perdre tout ce qu'ils peuvent. Et puis après, il va remonter le plateau avec sa garde qui fait le tambour sous le couvert du brouillard. Et puis il va pouvoir attaquer les Autrichiens en 2 fois et il va avoir une énorme victoire alors qu'il partait à 3 contre 1. Maintenant, qu'est-ce qui empêche d'être un stratège en général ? Par exemple, le fait de pouvoir passer un coup de fil à Paris et de dire « Hey les gars, je suis à 3 contre 1, là, il faut que vous m'envoyiez 2 fois plus de troupes. » Plus besoin de réflexion. Plus besoin de stratégie. Vous avez une super idée de business et vous dites en fait il y a un truc vachement malin, je vais aller demander 50 millions à des investisseurs et comme ça je sais comment gagner. Où est la stratégie ? Vous êtes le patron d'une équipe de basketball qui a comme effectif ce qu'on a appelé la Dream Team. Michael Jordan, qu'est-ce qui étaient les grands de cette époque ? C'était un peu longtemps, c'était en 92, c'était aux Jeux Olympiques de Barcelone, et on ne sait pas qui était l'entraîneur. C'était tellement facile pour eux que il y avait zéro stratégie. D'accord ? Donc la stratégie, elle naît de la contrainte. Elle est la contrainte, enfin elle est la réflexion pour surpasser la contrainte. Vous ne faites de la stratégie que quand vous vous posez la question de comment vais-je faire avec les ressources dont je dispose. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on peut faire avec les ressources dont on dispose ? On peut choisir le business model, on peut choisir le type de marché sur lequel on veut aller. On peut choisir le type d'organisation qu'on va prendre. Il y a pas mal de leviers en fait. Et donc les gens qui vous disent « Moi tu comprends, pour développer mon business, je suis quand même bien obligé de lever ces 50 millions », la réponse est « Non, tu n'es pas obligé. Tu t'es mis dans un modèle qui nécessite ces 50 millions quoi qu'il arrive. » Tu as des dizaines d'autres modèles possibles. Oui, mais tu comprends, ce modèle, il permet d'aller plus vite. Ah bon ? Est-ce que c'est sûr ? Chaque année, dans la Silicon Valley, rien que pour la Silicon Valley, il y a entre 12 et 15 000 investissements de plus d'1 million qui se font. 12 à 15 000. Vous en entendez combien qui réussissent ? Combien vous avez de noms de boîtes qui sont sorties l'année dernière de la Silicon Valley ? Si je vous demande sur les 10 dernières années, vous allez me mettre Google, Amazon, Facebook, mais c'est déjà loin. Hein. Google, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont des vedettes. Amazon aussi. Netflix aussi, ça fait plus que 10 ans qu'ils ont réussi. Alors vous allez me dire, oui, en fait, on ne peut pas encore savoir sur les 10 dernières années les boîtes qui vont réussir. Peut-être. Mais sur les 10 dernières années, il y a eu entre 100 et 150 000 investissements qui ont été faits. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui ont eu beaucoup d'argent et qui manifestement n'ont pas su quoi en faire. Ça ne suffit pas.
Souvent, c'est même un handicap. Une entreprise qui n'a pas levé d'argent et qui est accompagnée, notamment il y a des statistiques qui viennent du réseau Entreprendre, qui est un réseau qui vient accompagner des jeunes entrepreneurs avec des entrepreneurs plus seniors qui viennent faire du mentoring. Eux, ils estiment que leur taux de réussite à 5 ans est supérieur à 60%. Les investisseurs en capital risque, ils estiment que leur taux de réussite est quelque part entre 5 et 10%. Et c'est un taux de réussite à 5 ans, puisqu'ils font leurs investissements sur 5 ans. Donc il y a un rapport de 1 à 10 entre la réussite de quelqu'un qui est financé et la réussite de quelqu'un qui ne l'est pas. Mais ça, c'est si on écoute les investisseurs. Si on écoute leur message qui est de dire « Nous, on a un dossier sur 10 à un dossier sur 20 qui réussit ». Et si c'était le cas, ils ont tous une vingtaine de dossiers, donc ils ont tous 1 à 2 dossiers qui réussissent. Donc du coup, ils devraient tous être positifs en termes de retour sur investissement. Le retour sur investissement, il est de l'ordre de 0%. Ils rendent à peine l'argent qu'ils ont pris. Et encore, c'est si on fait abstraction des frais qu'ils ont prélevés là-dessus, etc. Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème. On a des gens qui expliquent régulièrement qu'il faut de l'argent pour réussir. On a des gens qui ont reçu de l'argent et qui n'ont pas réussi, et dans des grandes proportions. Et on peut comprendre qu'ils ne vont pas avoir fait de stratégie. Ok ? Alors, je ne peux pas vous faire un cours de stratégie en 1 heure, de la même façon que je ne pouvais pas vous faire un cours avant sur la question de la comptabilité, du droit, etc. C'est pas mon objectif. Ce que je peux essayer de faire, c'est vous donner quelques pistes pour que vous puissiez continuer à creuser de votre côté. Donc, les premières pistes que je peux vous donner, c'est des pistes qui qui sont assez vieilles maintenant, qui sont l'idée que se font de la stratégie les gens qui... Attendez que je prenne une craie. Les gens qui en ont parlé en premier. Donc c'est des gens qui souvent venaient du monde militaire, et puis donc ils essayaient d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait parler à un grand groupe et raisonner en matière de stratégie. Alors il y a 2 trucs assez connus qui sont des matrices du BCG, la matrice d'Ansoff. En gros, ça consiste à dire là, tu as des tas de produits, tu peux pas investir sur tous tes produits à la fois. Et vous allez voir que c'est très très lié à cette idée de la théorie de portefeuille. Il va falloir que tu te concentres sur quelques produits. Et donc pour ça, tu vas éviter les produits qui sont ici et qui sont les poids morts. C'est une super représentation d'un poids, d'une masse. En revanche, tu as ici des trucs qui sont des points d'interrogation, on ne sait pas encore très bien, donc peut-être bien, peut-être. Il y a ici des vaches à lait, et puis il y a ici des stars, et donc voilà. Tu vas pouvoir te faire ton choix là-dedans et te débarrasser de tes poids morts, et puis faire les choix sur ce que tu gardes en termes de dilemme. Et puis les vaches à lait, il y a des moments où quelqu'un voudra te les racheter à plus cher que ce que ça rapporte, donc ça on sait que c'est sur un plan. Et finalement, là où c'est très, très proche, qu'est-ce qui vous arrive? Depuis le début, là, vous êtes en train de parler.
Moi, c'est perturbant. Hein. J'essaie de faire un cours en suivant mon fil et puis j'entends des gens qui parlent. Ça vous paraît juste 2-3 petits mots que vous échangez, mais c'est un bruit constant. Donc, là où ça se relie avec la théorie de portefeuille, c'est que la théorie de portefeuille, elle vous dit, si vous avez un portefeuille d'actions avec des tas d'actions qui vont toutes aller dans le même sens, mais avec un risque qui va varier tellement et qui va être tellement différent des uns des autres, que globalement, on peut décrire ça comme une courbe qui est une courbe avec un alpha et puis avec un bêta qui est la volatilité autour de la moyenne. En gros, vous avez un alpha x plus bêta. Et si les bêtas sont tous tellement différents les uns des autres, sachant que le bêta est entre moins 1 et plus 1, puisque c'est la corrélation, si vous avez à la fin tous ces bêtas qui sont égaux à 0 tellement ils sont différents les uns des autres, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste alpha x. Donc alpha x, c'est vachement bien parce que ça veut dire que si c'est un truc très risqué mais qu'ils sont tous très risqués et qu'ils ont une pente d'alpha qui est plutôt comme ça, eh ben, je vais faire des super investissements. Bon, mais comment est-ce qu'on sait son alpha et son bêta? Eh ben, il faut que le business soit le plus clair et le plus clean possible. Et donc tous les groupes qui, dans les années 60, étaient des groupes très diversifiés, avec des activités un peu comme celle-là, un peu dans tous les sens, eh ben, il y a eu un mouvement très très fort pour les années 60-70 pour les découper en petits bouts, pour avoir des choses beaucoup plus simples à analyser et à mettre dans des portefeuilles. Mais c'est à un point que le fait d'avoir mis tous les œufs, d'avoir une holding qui était très diversifiée, par rapport à la somme de ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait une décote de 15-20%. Ça n'a pas de sens. C'est beaucoup plus sûr. Ah oui, mais nous, on préfère prendre les actions en dessous en direct et faire notre propre mélange. Eh bien, 20% d'écart. Donc, il y a des gens qui se précipitaient là-dessus, qui achetaient tout à crédit, qui revendaient les trucs et qui empochaient les 20% pour eux, après avoir remboursé leur crédit. On a appelé ça des raiders. Ça a fait la fortune des banques d'affaires dans les années 80. Il y a des légendes là-dessus. Mais tout ça n'existait que parce qu'il y avait derrière la théorie de portefeuille. Donc il y a des boîtes qui ont été sauvagement agressées, qui ont été découpées en morceaux en se foutant un peu de tout ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y a une théorie de portefeuille qui disait « mais vous inquiétez pas les gars, de toute façon c'est rentable ». Bon, je vous parle de ça parce que quand on parle de stratégie, vous allez avoir des gens encore qui vont vous parler des matrices de Ansoff ou des matrices du BCG, donc de ces espèces de trucs là où ça c'est la question de la part de marché et ça c'est la question de la rentabilité ou des choses comme ça, enfin des trucs, la progression de la rentabilité sur la progression de la part de marché, enfin ça n'a aucun sens. Est arrivé dans les années 80 quelqu'un qui s'appelait Michael Porter. Et Michael Porter, lui, dit finalement, quand on regarde bien, c'est en tant qu'économiste, ça n'a pas de sens de voir des secteurs d'activité qui aient une rentabilité supérieure à d'autres. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Parce que s'il est beaucoup plus rentable, eh ben, normalement il y a des gens qui vont investir dedans pour rentrer dans la compétition et donc tout devrait normalement être au même niveau de rentabilité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un écart. Donc la seule raison, c'est que vous avez des gens qui ont qu'il y a des secteurs qui ont des barrières à l'entrée
qui ont des avantages sur des clients. Donc bref, il va décrire ça avec une série de 5 boîtes en disant voilà, ça c'est la question concurrentielle au sein d'un secteur d'activité. Donc il y a une première question qui est la question de l'intensité concurrentielle. Est-ce qu'on dépense tout son argent en publicité et en surpayant les salariés parce qu'on n'en a pas assez? Bon, bah, du coup, la rentabilité diminuerait. Ou est-ce qu'on est la seule marque connue, on n'a rien à faire, tout le monde vient nous voir, etc. La rentabilité augmente. Donc l'intensité concurrentielle au sein de l'activité. Après, il y a la question des fournisseurs et des clients. Est-ce qu'on a un rapport de force qui nous favorise par rapport à nos fournisseurs ou par rapport à nos clients? Quand je suis la grande distribution, mon rapport de force avec les fournisseurs fait que toute la richesse qu'ils arrivent à créer, moi j'arrive à la récupérer. Quant à mes clients, bah, de toute façon, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils n'avaient pas trop le choix. D'accord? Et après, vous avez les nouveaux entrants. Est-ce que c'est facile de rentrer sur le secteur? Est-ce qu'il y a souvent des nouveaux entrants qui rentrent? Et puis vous avez ici ce qu'est la substitution. Mes clients, qu'est-ce qu'ils peuvent aller voir d'autres s'ils ne vont pas voir les supermarchés? Ah bah si Amazon est là, c'est pas un nouvel entrant, il n'est pas sur le secteur, il est à côté, c'est une substitution, c'est une autre solution. Les nouveaux entrants, bah, c'est les gens qui peuvent aujourd'hui créer des chaînes de supermarchés parce que maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait des lois qui interdisaient de créer des nouveaux supermarchés sans passer par une commission départementale qui était en général bien verrouillée par la grande distribution. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les études montraient qu'un supermarché, dans 80% des cas, il n'avait aucune concurrence dans sa zone de chalandise. À 2 heures autour de lui, il n'y avait aucun autre hypermarché. Pratique d'être un champion du monde. Depuis, la loi avait changé. La loi a changé en 2007. Depuis, il n'y a pas un hypermarché qui n'est pas à côté de lui 2 ou 3 supermarchés qui viennent le piller sur tout ou partie de son business. Et du coup, vous voyez des Français qui étaient champions du monde des hypermarchés, qui expliquaient à tout le monde que non, mais je vais vous expliquer, c'est quand même pas très compliqué d'être un hypermarché, qui sont tous en train de se casser la gueule. Ils ont tous vendu leur filiale étrangère. Ils sont en train de regarder le cas de Casino qui est en train de faire tout ce qu'il peut pour pas être noyé sous sa dette. La situation a changé, ils ne s'en sont pas aperçus. Les nouveaux entrants sont devenus très favorables. La substitution s'est intensifiée avec Amazon, par exemple. Le client, il a plus de choix maintenant, donc il commence à faire un peu à se poser un peu plus de questions là-dedans. L'intensité concurrentielle, je ne sais pas si elle a vraiment changé, mais enfin on peut. Et puis les fournisseurs, bon, ils restent encore sous domination, mais plus ils peuvent passer par la substitution pour vendre leurs produits, et moins c'est vrai. Je ne sais pas ce que vous achetez sur Internet. Moi, j'achète de la viande sur Internet. Bah, ça veut dire qu'il y a un agriculteur qui maintenant arrive à vendre directement, alors qu'avant, il fallait qu'il passe par Bigard, par Charal, et puis après par un hypermarché. Ok ? Donc ça, c'est une première vision. Alors ça, on doit ça donc à Porter, Michael Porter, qui était prof à Harvard. Il a fait un deuxième modèle dans la foulée. Je vous efface les matrices là parce que c'est trop laid. Son deuxième modèle, c'est de dire voilà, finalement, une entreprise, quand on regarde un secteur comme ça, c'est finalement rien d'autre que
des chaînes de secteurs d'activité, et il a fait la même chose en parlant des entreprises, depuis l'agriculteur jusqu'à les abattoirs, et puis en passant au supermarché. Enfin, il y a encore des tas d'étapes, hein. Et en disant finalement là-dedans, ici normalement il devrait faire une marge, mais cette marge-là en fait elle est bouffée par celle-là qui est bouffée par cela. Et donc du coup cette marge qu'on visualise à chaque fois, elle va être plus ou moins grande selon le maillon de la chaîne où on est. Et c'est ce qu'on retrouve un peu là-dedans. Et il va dire, si on regarde comme ça une entreprise, et ben finalement elle se répartit entre la marge qu'elle fait, les services de support. Alors là-dedans, il met la R&D, les ressources humaines, la finance, etc. et le management. Et puis des notions de logistique externe, logistique interne, production, marketing et vente, ou un truc comme ça. Je sais plus. Non, il met la vente et puis le SAV. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois, là, je vous ai écrit un truc qui était faux au tableau. Je vous ai parlé de l'EBE, qui était la MBA, la marge brute d'autofinancement. En fait, l'EBITDA, qui était la marge brute d'autofinancement. Et en fait, l'EBITDA, c'est l'EBE. Petit souci de traduction. Donc, EBE, ça veut dire excédent brut d'exploitation, au lieu de earning before interest, taxes and amortization. Donc la MBA, c'est un chiffre un peu différent, c'est ce qui nous reste une fois qu'on a fait nos amortissements, etc. Enfin, c'est un chiffre qui est plus très utilisé d'ailleurs. Ça a été remplacé très largement par le BE/EBITDA. Pardon. Donc finalement, ce que dit Porter, c'est à chaque fois que vous réussissez à réduire le coût du support ou à réduire les coûts qui sont mis dans toute cette chaîne de production, eh ben, ça va augmenter votre marge bénéficiaire, et à condition d'avoir un bon rapport de force avec ce qui vous entoure, eh ben, cette marge bénéficiaire va rester chez vous ou va partir chez le client. D'accord ? Bon, c'est un modèle. Alors, plusieurs problèmes. Enfin, il tire de ce modèle en fait l'idée que finalement il y a deux axes stratégiques majeurs avec leur combination. Un premier axe, c'est de faire de la différenciation. Et un deuxième axe, c'est faire de la domination par les coûts. Alors, de la domination par les coûts, c'est pas de la domination par les prix. C'est-à-dire qu'on va faire une domination parce que à chaque fois qu'on vend quelque chose, de toute façon, ça nous coûte moins. Je vous ai parlé de Toyota la dernière fois. Toyota est exactement là-dedans. Toyota fait depuis 50 ans de la domination par les coûts. Depuis 50 ans, Toyota vend une voiture au même prix que les autres. Il gagne 3 fois plus que les autres par voiture. La marge opérationnelle de Toyota, son EBITDA sur chiffre d'affaires, c'est entre 15 et 16%. La marge opérationnelle de Renault, c'est 5%. Volkswagen, 6%. Pour arriver à des chiffres qui se rapprochent des 15%, il faut aller chez des constructeurs un peu haut de gamme comme BMW ou Jaguar ou des gens comme ça, qui eux ne vendent pas une voiture au même prix que les autres. Quand vous regardez ce qu'est une BMW, il y a un surprix qui est lié à la marque. Eux, ils vendent pas des voitures, ils vendent des BMW. Ils ne font pas de la domination par les coûts. Ils font de la différenciation. D'accord ? Donc sur le marché automobile, c'est assez facile à comprendre. Il y a Toyota qui fait de la domination par les coûts. Il y a Porsche ou Lamborghini ou Ferrari qui vont faire
de la différenciation. Il y a éventuellement des gens qui vont faire une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre sur une niche et donc ils vont faire à la fois la domination par les coûts et de la différenciation. Mais ceux qui font rien de tout ça, ils sont dans le marécage et ça va toujours être pire chaque année pour eux. Volkswagen, Renault, c'est des gens qui vont souffrir de plus en plus parce que ils ne peuvent pas faire la compétition face à Toyota. À chaque fois que Toyota vend une voiture, il faut que eux en vendent 2 à 3 pour faire le même profit que Toyota. À chaque fois. D'accord ? Donc la domination par les coûts, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour structurellement dépenser moins que les autres là-dedans ? Structurellement, le SAV de Toyota, il est bien inférieur aux autres parce qu'ils ont beaucoup moins de panne. Structurellement, la production de Toyota est bien supérieure aux autres. Mais en fait, finalement, là où il y a le plus à gagner en général, c'est dans les frontières qui sont là. C'est là où en général on arrive à faire les vraies différences. Il y a toujours des gens qui vont essayer de faire les chasseurs de coûts, qui vont arriver pour essayer de... Mais en fait finalement, là où on perd du temps et de l'argent, c'est dans les mauvaises liaisons entre les différentes parties de l'entreprise. Donc voilà un modèle. Et ça c'est un modèle des années 80. Et il y a 4 ou 5 ans, la société de Michael Porter, qui était une société de conseil qui vendait ses services à des grands groupes, a dû faire faillite. Et il se trouve qu'il y a des gens qui sont amusés à analyser ça. Vous pourrez trouver ça sur Internet. En fait, il n'a pas fait le choix entre la différenciation et la domination par les coûts. Alors quand vous faites une différenciation, vous dites non mais moi je ne suis pas un vendeur de voitures, je vends des Porsche. Ok, c'est pas pareil. On admet que ça n'a pas le même prix. Mais du coup, on imagine qu'on achète autre chose qu'une voiture. On achète une voiture et une image, une voiture et un service. Une voiture et une qualité. Et donc, on rajoute quelque chose à ce qu'on vend et on essaie de faire en sorte que ce quelque chose coûte globalement moins cher que le surprix qu'on va pouvoir y mettre. D'accord ?